Bienvenue à tous, G-Sport, l'émission qui rend tout son caractère essentiel au sport et au spectacle sportif chaque semaine sur Télé Grenoble. Merci de votre fidélité, très heureuse de vous retrouver et de brandir le sourire de nos invités qui se surpassent pendant des mois à l'entraînement et qu'on applaudit quelques jours seulement, voire tous les 4 ans, ce qui n'est pas notre cas bien sûr ici sur ce plateau. Merci d'être là Maurice Magnifica. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout va bien ? Tout va bien. Eh bien, fondeur français le plus titré de l'histoire, mesdames et messieurs, encore fraîchement médaillé de bronze aux mondiaux de ski de fond. Elle est là, la médaille. Ouais. On la regarde en guise d'apéritif de ce qui suit. Dans un petit instant, on va reparler bien sûr de ces mondiaux et aussi de ce podium deuxième au Tour de ski, l'équivalent nordique du Tour de France, hein, c'est un petit peu ce qu'on dit. Ouais. Et puis, les 100 km de Grenoble se prépare, le Endless Project. C'est une première qui va défier une quinzaine de coureurs sur une boucle pour tenter de battre le record de vitesse sur 100 km au nom de la science avec Duncan Périlla, bienvenue, avec Jonas Faureau, bienvenue, merci. Et avec Mélissa Museau de Sport Testing, bienvenue à vous. Merci. Voilà, c'est un défi sportif et scientifique dont vous allez nous parler. Vous êtes bien sûr sportif également et organisateur de ce défi qui se déroule samedi. Enfin, on croise les doigts bien évidemment, mais ça devrait aller. Vous nous direz tout dans un instant. D'abord, c'est l'actu. Et tout tourne autour des performances surhumaines, décidément, ce soir. Et on commence par celle-là. Dans ce décor majestueux, eh bien, ils font oublier la crise sanitaire qui réduit le format de l'événement. Mais la Belle Étoile repousse toujours les limites de l'exploit sur plus de 3000 mètres de dénivelé positif sur 25 km. Et c'est le duo Florian Sautel et Johan Serre qui lèvent les bras le premier en 3h09 devant l'immense François Den associé à Julien Michelon. Et du côté des femmes, Romane Lafarge et Julie Roux de Méribel arrivent en tête en 4h34 minutes en direct sur notre antenne. Écoutez, justement, on n'a pas l'impression qu'ils viennent d'accomplir un tel exploit. Quand on vient à la Belle Étoile, on n'est jamais déçu du parcours. On a confiance en eux. On sait qu'à chaque fois, les bénévoles, ils se démènent pour nous sortir un parcours avec des arrêts, un vrai parcours de ski alpinisme. Aujourd'hui, franchement, rien à dire. Ça s'est vraiment joué dans la dernière descente, c'est ça ? Ouais, bah ça s'est surtout joué aussi dans la dernière montée. Moi, j'ai été sec. Johan, il m'a tracté comme un ours. Et puis, on est arrivé ensemble à la dernière manip. Et puis, bon, bah voilà, on a pu garder, repartir et garder 20 secondes d'avance pour la dernière descente. Voilà. On peut vous les confier à Sport Testing, non ? Ces coureurs qui ont vraiment l'air d'avoir pourtant souffert et qui sont tous sourires comme ça, quelques secondes après l'événement. Bien sûr. C'est aussi notre objectif, justement, d'optimiser la performance des sportifs de haut niveau. Donc, on peut nous les confier, effectivement. Et des sportifs aussi, comme ça, on en sera tous comme eux, justement. Bien sûr. Bien zen et plein de belles couleurs. Allez, cette course, bien sûr, la Belle Étoile qui était commentée en direct par Thibaut Leduc sur place sur l'événement. Elle est en replay sur www.telegrenoble.net. Cette course, cette belle course de la Belle Étoile. La tête haute maintenant, les Brûleurs de Loup terminent fort cette drôle de saison, enfin drôle. Après avoir battu Bordeaux 4-2 jeudi, les hockeyeurs grenoblois se sont régalés le lendemain devant la cage d'Anglet. Victoire 7-1. Troisième au classement et remonté comme des pendules à l'heure d'été. Ils se préparent à recevoir, comme il le faut, Rouen pour le Classico de Ligue Magnus. Déjà sacré champion, les Rouennais. Ça sera le point final de cette Ligue Magnus. Ce sera vendredi et ce sera à suivre en direct sur Télé Grenoble. Toujours sur la glace et comme sur des roulettes, Kevin Nemoz assure et se classe 9e des championnats du monde de patinage à Stockholm. Le Grenoblois confirme son potentiel et sa solidité un an avant les Jeux Olympiques de Pékin. C'est bien ça, ça fait plaisir. Ouais, bon augure. Et en plus, il a assuré. Donc, on verra quand il sera à fond. C'est vrai que ça promet. On est très fan du patinage ici et aussi du grenoblois, bien sûr. Et puis, toujours avec ces sports d'hiver, Maurice Magnifica a été battu en demi-finale au championnat de France. Ça arrive, tout arrive. Non, c'est pas dans ma discipline en plus. Non, voilà, c'est pour ça. Et puis, c'est sympa aussi de terminer la saison tranquillement avec des courses aussi. C'est l'occasion de se revoir encore une fois. C'est ça le but ? Oui, bah, les championnats de France en plus, c'était à huis clos, mais voilà, le but c'est de se retrouver avec moins de pression que dans l'hiver sur les
sur les courses importantes, on va dire. Voilà. Eh ben, on va enchaîner avec vous justement, Maurice. On a sauté devant le poste plusieurs fois cette saison. Mais déjà, il y a 3 semaines, c'était à Oberstdorf en Allemagne, bronzé sur le 4x10 km avec le grand Jules Lapierre, hein. Le jeune Isérois, avec Clément Paris pour le skating. Et puis avec Hugo Lapalus, on dit Lapalu. Et puis, ça fait un peu version Astérix, celle-ci. Et vous, Maurice, qui avez arraché cette médaille derrière la Norvège et la Russie, après 8 jours de disette, hein, d'ailleurs, pour les Bleus. Alors, ça s'est joué surtout sur la fin ? Oui, c'était un relais dans des conditions dantesques. Ça avait neigé dans la nuit et puis le matin même. Et du coup, ça laissait ouvert un peu à des surprises et des mauvaises surprises pour d'autres nations. C'est vrai que ces conditions-là, nous, c'est des conditions qu'on aime. Et c'est des conditions changeantes. Et en tout cas, avec l'expérience, on a remarqué qu'on se débrouillait pas mal. Et le relais avait débuté, par exemple, pour les Norvégiens, pas très bien. Mais bon, ça reste les Norvégiens. Pareil, les Russes, ils ont fait un gros début de relais. Puis après, ils sont ils se sont retrouvés un peu derrière. Et puis, ils ont toujours les 2 meilleurs mondiaux, en fait. Klebe et puis Bolshunov. Et c'est leur carte maîtresse. Et nous, on a tiré parti de ce relais pour aller chercher cette médaille de bronze et qui est finalement la plus convoitée. Parce que toutes les autres nations qui jouent un peu à notre niveau, plus ou moins, tout le monde la veut et sait que la première et l'argent, elle est prise. Et donc c'est vrai que c'était une belle bataille jusqu'à la fin. Et puis nous, en tout cas, de l'intérieur, à la fin, on regardait le relais, on suivait Jules qui terminait ce relais. Et, on a vécu à fond, c'était top. Oui, parce qu'en plus, on sent vraiment que vous l'avez savouré à 4. C'est vraiment la victoire de tout un collectif, 2 en alternative, 2 en skating. Vraiment, c'est vraiment la victoire d'un groupe solide. Ça se vit bien. C'est vrai que ce relais, c'est assez historique pour les Français. Depuis les années Vitos, dans les années 2000 jusqu'à 2010, il y a eu les JO de Turin en 2006, Vancouver en 2010 auquel j'étais dans l'équipe aussi. Voilà, on a toujours fait 4e. Et en fait, là, on a ouvert le compteur en 2014. Voilà, à Sochi. Mais c'est vrai que ce qui construit un peu notre équipe, on le dit souvent, le ski de fond, c'est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe. Et voilà, tous les regroupements qu'on fait, on a vraiment c'est presque une famille, quoi. On se voit la moitié du temps de l'année, en fait. On est tous ensemble et ce relais, c'est cette cohésion. Et en fait, c'est presque plus fort qu'une médaille individuelle parce que voilà, elle est partagée avec les athlètes, même les athlètes qui finalement n'étaient pas dans le relais. Pour les plus jeunes qui ont envie du coup d'intégrer cette équipe, d'intégrer ce relais. Donc ça motive tout le monde, ça tire tout le monde vers le haut. Et même moi, voilà, finalement, j'ai la plupart de mes médailles, en tout cas, c'est les médailles en relais. Et il faut c'est 4 cours. Finalement, un relais, c'est 4 athlètes, 4 courses mis bout à bout. Donc, il faut que chacun fasse le meilleur de soi-même. Mais ouais, moi, c'est mes plus beaux souvenirs, en fait, de carrière. Oui, surtout que vous comptiez aussi sur une médaille individuelle. Oui, c'est sûr, ouais. Quelques jours auparavant, une petite déception au skating sur le 15 km. Ouais, c'est vrai que le 15 km skate, c'est suivant les années, les configurations, en fait, donc ça revient pas chaque année, en fait. Donc c'est vrai que là, cette année, c'est tous les 4 ans. Ouais, au JO, tous les 8 ans, et puis c'est encadré des mondiaux, mais c'est vrai que parfois on peut attendre justement jusqu'à 6 ans. Donc c'est vrai que c'est un objectif que je visais, mais bon, j'arrivais pas le mois de février, c'était une période pas très faste pour moi. J'étais pas en grosse forme, j'avais beaucoup d'irrégularités, pas beaucoup de repères. Du coup, c'était pas une surprise. C'était pas une surprise que ça l'a pas fait. Je fais 15e, je crois. Voilà, j'ai même pas retenu la place plus que ça, mais voilà, donc je m'attendais à ce résultat-là, et donc il y a moins de déception que si c'est sûr. Les années comme à Pyeongchang, où je joue la médaille vraiment jusqu'au bout, ça se joue à quelques secondes. Bon, il y a forcément plus de déception. Là, alors, déception, entre guillemets quand même, on va la revoir cette médaille parce qu'elle est super belle et parce que comme j'ai dit, ça efface tout. Une médaille, ça efface toutes les déconvenues. Donc, et en plus, vous êtes habitué aussi de ce bronze. Au bronze, voilà. On aimerait changer la couleur, mais autant, on s'en satisfait. Voilà. Kili disait terminer 2e, c'est terminer dernier. C'est pas pareil quand on termine 3e. Voilà pour le coup. Non, et puis on parle de déception, bien évidemment. Vous nous avez rendu gourmands d'exploits parce que vous avez réalisé une des plus belles performances
tricolore de l'histoire du fond, c'est ce podium sur le Tour de ski. Et c'est la première fois par un Français. On va voir ici que vous êtes content. Alors voilà, on n'entend pas très très bien ici, mais vous êtes très très content. Le Tour de ski, en fait, c'est devenu le rendez-vous des fondeurs depuis 2006, depuis sa création. C'est l'équivalent du Tour de France en gros, mais en plus court et plus intense aussi. Ouais, déjà à l'époque, en fait, la FIS, quand ils ont voulu créer cet événement-là, ils l'ont appelé Tour de ski parce que justement, forcément, ça résonne Tour de France. C'est une épreuve qui dure sur une semaine et demie. C'est un enchaînement de tous les jours, sauf que contrairement au vélo, il n'y a pas d'étape de plat ou d'étape de transition. Il faut tous les jours être au top. Ça monte, ça descend voilà, aussi. Bon, voilà, ça reste des courses de ski de fond, donc il y a des sprints, il y a des distances sur des profils variés, et notamment la montée finale de l'Alpe Cermis en Italie, qui est l'épreuve un peu mythique de ce tour, qui est atypique, on remonte une piste d'alpin. Donc même pour nous, c'est quelque chose d'un peu inhabituel et d'assez compliqué aussi. Hein. Mais c'est ce qui fait la renommée aussi du Tour. Et voilà. Et finalement, chaque année, moi j'ai fait mon premier Tour de ski, c'était en 2010, et j'ai quasiment fait toutes les éditions. Et c'est vrai qu'il y avait toujours. Vous avez terminé 4e déjà. Ouais, voilà, c'était ma meilleure perf, et en tout cas sur le général. En 2016. J'avais déjà fait des podiums sur des étapes, mais le Tour de ski, c'est comme il faut arriver au bout, et le but ultime, c'est de monter sur ce podium final, et pour ça, il faut être hyper régulier, au top de sa forme. Enfin, ça demande en fait que toutes les étoiles soient alignées, et là, c'est vrai que c'était finalement, après une saison où l'an passé, j'avais fait presque ma pire saison. C'était pas une saison glorieuse, on va dire. Oui, il y a des jolies choses quand même. Oui, il y avait des jolies choses, mais voilà. Début. Et là, c'est vrai que je repartais sur des bases sans pression. Et donc, on va dire que sur ce tour de ski, avant d'y arriver, je me disais, je vais faire quelque chose de bien, mais sans savoir que ça allait finalement pouvoir jouer le podium jusqu'au bout. En battant en plus votre record sur la montée de l'Alpe Cermis. C'est vrai qu'il y avait une armada de Russes. Globalement, en fait, ce tour de ski, c'était tous les gens, c'était les Russes, les rouges contre les bleus. Et c'est vrai que les gens, le retour que j'ai, ils me disaient, un petit bonhomme bleu qui était entouré de rouge. Non, mais c'est vrai que du coup, ça a eu un gros retentissement. Et c'est vrai que oui, c'est un objectif de carrière. Et c'est vrai que de l'avoir accompli. Le podium. Le podium. Et la victoire. Est-ce qu'on se dit, du coup, peut-être que c'est possible ou pas? C'est vrai que j'y pense pas. Franchement, non, parce que le problème, c'est que, comme je l'ai dit, même pour le relais, les Norvégiens et les Russes, ils ont les 2 meilleurs mondiaux, en tout cas actuellement. Moi, j'ai 34 ans, je suis plus sur la fin de ma carrière que le début. Donc, ça va être de plus en plus dur. Mais en tout cas, mes coéquipiers, qui sont certains beaucoup plus jeunes, en tout cas, on montre que la voie est ouverte et que c'est possible. C'est possible d'aller chercher le top. 34 ans, c'est encore très jeune, bien évidemment. Les scientifiques sport d'endurance. sont ici, vous le direz. Voilà, bien sûr. Mais vous êtes effectivement parmi les anciens de ce circuit. Vous vous entraînez toujours très dur. Vous avez connu des hauts et des bas. Et puis après, de tels exploits comme ça, est-ce que vous savourez encore le plaisir de skier dans les sapins, le plaisir de vous entraîner, même très dur, comme cet hiver? Il faisait froid. J'ai envie de dire, c'est la chose qui m'anime le plus finalement. J'aime mon sport parce que c'est une pratique, on est un sport d'extérieur, la neige, la glisse, et c'est sûr que j'aime ça, j'aime aller m'entraîner. Et après, la recherche de performance, ça c'est autre chose. C'est sûr que je fais pas du ski juste pour aller me balader et tout. Et c'est vrai que là, par contre, après, c'est sûr que c'est des moments qu'on apprécie, mais il y a des moments où on est dans le dur. Et puis, c'est pas tous les jours facile. On n'a pas tous les jours envie d'y aller. Hein. Quand il pleut à 0 degré, faut aller skier. Bon, on n'a pas toujours envie, mais il faut y aller quand même. Allez, cette saison encore, il y a beaucoup neigé. Cette saison, ça a été. Non, mais voilà, c'est vrai que dans une carrière, de toute façon, on passe par toutes les phases. Et c'est même important aussi de passer par ces phases où c'est dur, où c'est difficile, et parce que c'est là aussi qu'on apprend le plus. Et voilà, et c'est vrai que cette saison, ça a été comme toutes les saisons, les préparations. Il y a eu des moments faciles, des moments plus difficiles. Il y a eu le Covid en plus. Et au final, quand il y a des moments super beau comme ce podium Tour de ski, cette médaille aux mondiaux, on retient que ça finalement, et c'est ce qui fait que on a envie de continuer. Oui, nous aussi on a envie que vous continuiez. Alors vous aviez été isolé pendant quelques jours avant les mondiaux justement, avec cette crise sanitaire. Il a fallu passer outre tout ça et puis. Ouais, c'était pas évident. C'était pas évident. Bon, on savait, on était préparé que la saison allait être compliquée.
Mais bon, j'ai envie de dire, à l'automne, on ne savait même pas forcément qu'on allait pouvoir faire une saison de compétition, en tout cas. Donc, on était content de courir déjà. C'est vrai qu'après, il y a eu des petits couacs. Mais rien n'a été galvaudé. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Moi, j'étais pas mal impacté. Et mentalement, j'avoue que ça, en tout cas, la méforme que j'ai eue à partir du mois de février, ça a sûrement, ça a été un facteur qui a contribué à cette méforme. Et c'est vrai que c'était dur de retrouver la motivation. Et c'est vrai d'être à la maison pendant 1 mois et demi et puis pas faire de course, pas mettre de dossard. On se demande pourquoi on fait ça en fait. On se dit mais voilà, surtout je à sers à votre rien. âge. C'est un peu le sentiment qu'on a, alors que il faut être patient, mais c'est vrai que c'est des moments qui n'étaient pas faciles. Oui, parce que vous en avez vécu d'autres aussi. Ouais, voilà, j'ai vécu d'autres, mais bon, des fois c'était soit on tombe malade, ça, quand tu es malade, tu peux rien faire, quand tu as des blessures, tu peux pas faire autrement de toute manière. Mais c'est vrai que là c'est particulier. Mais bon, j'étais pas le seul, il y a eu d'autres athlètes dans d'autres sports aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Il y en a qui n'ont pas pu exactement. concourir. On a la chance d'avoir pu faire une saison quand même. Bah oui, on parlait des brûleurs de loups tout à l'heure. Eux, c'est une moitié de saison. Ils sont obligés de faire demi-tour parce que les équipes sont touchées, etc. Ouais. Voilà, il y a des championnats qui ressemblaient pas à grand-chose, mais qui ont essayé de survivre, bien sûr, à la crise. Vous êtes 3 fois médaillé de bronze au JO. On le disait, 3 médailles de bronze, 2 fois à Sochi sur le 4x10, donc, et puis en individuel au sprint, le bronze encore. En team sprint. En team sprint. À Pyeongchang. Et ben alors, à Pyeongchang. Et sur les Jeux de Pékin, ils arrivent. Ouais. Et oui, c'est bientôt. Alors. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression que Pyeongchang c'était presque hier. Oui. Voilà, et non, c'est vrai que là, c'est la saison prochaine, c'est vrai. On va commencer à y penser. Là, on termine la saison, donc déjà il y a un peu le break. Dans le ski, on a l'habitude de dire que on n'est pas des sports où il y a pendant 4 ans on fait rien, où il y a un trou. En tout cas, la saison Coupe du Monde, c'est une saison qui est très importante. Enfin, c'est des moments importants, et donc tous les ans on est focus chaque année. Mais donc les JO, il y a 4 ans, j'y pensais pas. Et là, c'est sûr que maintenant, on va rentrer sur une nouvelle prépa. C'est une prépa olympique parce que c'est année olympique. Donc, un point d'orgue. Voilà, c'est un point d'orgue, c'est sûr. Et puis voilà, comme j'ai dit, je suis plutôt sur la fin de ma carrière. Donc, j'espère pouvoir arriver. Le but, c'est d'arriver au top de la forme. Il y en a qui sont allés plus loin et plus longtemps encore. Non, mais exactement. Non, mais voilà. En tout cas, je fais step by step, année après année. Je peux, voilà. Mais voilà, comme j'ai dit, j'aime mon sport, j'aime m'entraîner. Mais après, la finalité, c'est quand même la performance. Et le but, c'est de faire des podiums. Et donc, si à un moment donné, ça marche plus, il faudra tirer sa révérence. Donc, au bon moment. Mais j'avoue que voilà, j'aime ce que je fais. Et quand je mets un dossard, je me donne à fond. Et en tout cas, tant que je sens que c'est pas une progression, parce que voilà, ma progression elle est faite, on va dire, mais je sens que j'ai encore des objectifs à accomplir, des choses, j'ai envie de certaines choses, donc voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu de m'arrêter. Non, tant mieux, parce qu'on a envie de les revoir, ces images comme celle-ci. Ouais. Et puis, je sais pas, vous vous entraînez à courir dans les sapins, peut-être entre 2 saisons, pendant l'été ou pas? Oui, voilà, en été, en hiver. C'est vrai qu'on est un sport d'hiver, donc quand il n'y a pas de neige, faut compenser par. Mais voilà, on est un sport d'endurance d'extérieur, donc on fait beaucoup de courses à pied, du ski à roulette en spécifique, beaucoup quand même, la musculation, du vélo, du VTT. Voilà, la course à pied, c'est trail aussi, pas mal. Quand même, on fait un sport où on n'est pas normé sur un stade ou quoi. Donc tous les week-ends, on a des profils différents. Donc on cherche dans l'entraînement à faire un entraînement très varié. Donc c'est vrai qu'on a une plage d'entraînement finalement qui est variée. On peut faire la natation aussi. Voilà, tout est bon pour muscler le corps et préparer tout le corps et la tête. Et on vous propose cette année le Grenoble Visil d'ailleurs, puisque c'est une version qui n'est pas habituelle, pas de semi-marathon annuel dans la métropole, qui doit donc s'adapter, pas de rassemblement, mais une édition Covid, comme on dit, une édition connectée. Vous pouvez tracer votre chemin donc sur cette appli. Ça ne sera pas sur la route Napoléon, ça sera sur les sentiers balisés de pleine nature de Visil ou d'Échirolles à la Franche Verte, histoire de maintenir l'événement en vie et de ne pas l'annuler une deuxième fois. Et puis donc faire du sport et profiter des sentiers. Écoutez. Je vais vous
L'idée là, c'est de faire découvrir des parcours entretenus par la métro et le conseil départemental, de beaux parcours dans la nature. Donc Grenoble-Visil, ce n'est pas de Grenoble à Visil cette année. Grenoble-Visil, ce sont 4 parcours, 2 au départ de la Franche Verte à Échirolles et 2 au parcours de la Loco à Visil. Des parcours de 8 et 16 km, principalement en sentier. C'est très bien effectivement de maintenir quelque chose, après ça reste particulier parce qu'effectivement voilà, il n'y a pas de public, il n'y a pas tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière sur une manifestation en présentiel. Mais voilà, ça va rester, ça permet de maintenir quelque chose et de mettre une ambiance un petit peu particulière, de maintenir des événements sportifs. C'est des parcours qu'on a tous fait un peu petits, on est venu se balader un petit peu dans les coins et c'est vrai que faire ce genre d'événement, c'est aussi garder cet esprit sportif malgré le Covid. On est là ensemble, on lutte contre cette maladie qui est un vrai fléau et on garde espoir, quoi. On continue de vivre malgré tout. C'est plus une édition, on va dire, conviviale et de partage, voilà, plus qu'une édition, on va dire, de compétition. Mais je pense que ça se titille toujours dans les groupes quand même. Donc on verra. Et puis il fait beau, donc on va profiter surtout de la belle journée. Voilà, alors pour les plus simples, le parcours est de 8,5 km pour 250 mètres de dénivelé. C'est déjà pas mal, mais c'est pas trop technique. Vous avez reconnu des copains, c'est ça? Oui, bien sûr, on est au club de Grenoble, du coup on a reconnu les copains qui courent. Bon, ça devrait aller pour vous alors ça. Oui, ça devrait aller, effectivement. Bon, en tout cas, vous organisez la course qui peut se résumer ainsi. Déjà, j'arrive pas à le dire. À la fin, il n'en restera qu'un. Et encore, c'est pas sûr. Et c'est même peu probable d'ailleurs qu'il en reste. Votre événement s'inscrit dans la lignée de ces courses spectaculaires qui repoussent les limites de l'effort. Le Endless Project, donc c'est le projet sans fin. Ce sont les 100 km de Grenoble sur une boucle plate. Et le principe, courir sur la base du record du monde du japonais Nao Kazami, c'est ça? En 6h09 14 secondes. Donc vous avez fait la moyenne, ça fait 16 km 25 à l'heure, ni plus ni moins rapide, c'est ça? Il faut courir à 16,25. Exactement, il y aura donc un vélo devant, une voiture derrière, il faut courir à la même allure. C'est une course qui est un petit peu particulière, un projet à la fois scientifique et à la fois un défi sportif. Et donc c'est vrai que c'est basé sur une course d'habitude... Plutôt, on est habitué aux courses avec des mesures de distance, plutôt des courses avec des mesures de temps. Et là, on est avec une course avec une mesure donc de vitesse à tenir. Donc c'est assez particulier, effectivement. Alors, d'un camp, justement, vous organisez cette première édition. Vous allez mettre une quinzaine de participants sur cette route très plate. C'est à la Tailla, à Mélan, c'est ce samedi. Et alors... il y aura des coureurs de demi-fond, des marathoniens, une spécialiste de course de montagne, un champion d'Ironman. En fait, il vous fallait un panel d'athlètes différents. Pourquoi ? Le but, justement, c'était d'avoir des gens qui viennent de disciplines différentes. Justement, parce que le but, c'est d'allier sport et science. Donc, c'est d'avoir des profils différents. Donc, tous des gens quand même qui sont performants en course à pied. Donc, on ne pouvait pas s'éloigner trop de cette discipline. Il fallait des personnes qui soient capables de tenir l'allure quand même de 3,41 km. Du coup, voilà, on a des gens triathlètes, coureurs de 1500 mètres, champions de France de 1500 mètres, des gens plutôt axés marathon, 100 km, assez variés. C'est quand même fou. Alors, c'est un défi physique, on l'a compris. C'est aussi une expérience scientifique. Alors, expliquez-moi ça justement, Mélissa. Vous faites partie de cette start-up que vous avez créée, Sport Testing, qui prend en fait déjà les mesures des coureurs depuis quelques jours. C'est ça, et des coureuses. Donc on a commencé la semaine dernière à faire toutes les évaluations sur le plan physiologique pour mesurer l'endurance, la résistance des sportifs, mais aussi sur le plan psychologique et cognitif, donc des aspects qui ne sont pas forcément étudiés, notamment dans un objectif de performance. Et donc on a pour objectif de vraiment apporter quelque chose d'innovant sur ce plan-là aussi, et d'avoir des mesures aussi sur le terrain au cours de l'effort pour avoir des évolutions au niveau de la glycémie, de la fréquence cardiaque, des pertes d'eau liées notamment à leur hydratation. Mais comment on mesure la glycémie en pleine course ? Alors justement, on a des partenaires pour ça. Notre partenaire Super Sapiens, c'est un nouveau capteur qui se met sur le bras et qui mesure justement la glycémie en plein effort. Et donc on aura un suivi à la fois de glycémie sur les jours avant, le jour de la course en direct, et aussi sur les jours suivants. D'accord. Mais ça concerne aussi le psychisme, la résistance mentale. C'est ça, exactement. En fait, on s'est rendu compte que les sportifs qui performaient à très haut niveau, ils rassemblaient quelques qualités psychologiques qui pouvaient être du perfectionnisme, de l'optimisme, de l'envie de se dépasser et plusieurs
état d'humeur en fait, qu'on peut retrouver, par exemple un niveau d'anxiété assez faible, fatigue faible et vigueur élevée. Donc c'est des choses qu'on essaye de mesurer et de aussi corréler aux performances qu'on va obtenir ce jour-là pour avoir des données qui fassent avancer un peu la science aussi. Donc, alors, d'un camp, vous faites du demi-fond, du 10 km, semi-marathon aussi. 100 km, vous pouvez le faire? Alors justement, 100 km, je peux peut-être le faire, mais probablement pas sur ces allures-là. Vous l'avez jamais fait encore? Donc, 100 km, je l'ai jamais fait. J'ai déjà fait un marathon justement à l'entraînement l'an dernier, à la période où il n'y avait aucune compétition. Là, il y en a 3. Ouais, c'est ça, presque, 2,5, mais un peu plus lent, mais quand même, ouais, non, je pense pas aller jusqu'aux 100 km. Après, je vais tout faire forcément pour aller le plus loin possible et pour respecter un peu justement le principe de continuer jusqu'à épuisement. Bon, alors on a compris que c'était assez spectaculaire. Le but, c'est aussi de fournir ces informations scientifiques aux entraîneurs et de proposer aussi vos solutions. Vous êtes une start-up, ça fait 2 semaines que vous êtes pas très loin justement de notre studio au Totem. Parmi les participantes, on a alors Anne-Sophie Vité, je trouve ça assez génial ce qu'elle a écrit justement. Elle a déjà couru un semi-marathon en 1h17:33 et elle dit « Je suis une fille bornée, peut-être pas born to run, mais j'aime bouffer de la borne. Et puisque je suis sans borne, autant courir sans borne. » C'est ça l'état d'esprit de votre course? Exactement, c'est ça l'état d'esprit de notre course. On a aussi des coureurs, justement, comme Duncan qui a mis si je peux faire 1 mètre de plus, je le ferai. Ouais. Et c'est vraiment ça l'esprit, c'est vraiment de se dépasser. C'est vraiment une allure. Je pense que mentalement, si on peut faire 1 kilomètre de plus, on peut le faire. Voilà. Physiologiquement, on aura forcément de la fatigue, mais dans la tête, on aura vraiment envie justement de se dépasser. C'est ça peut-être aussi le plus beau défi de ces courses d'endurance. Enfin, pardon pour... C'est comme un accouchement, on pense qu'on ne peut pas le faire, mais si, on peut le faire. C'est ça, on se dit, je ne peux pas résister, mais si, justement, on pense qu'on ne peut pas alors qu'on peut. Et là, c'est pareil, on ajoute 1 kilomètre, et puis 1, et puis ça fonctionne en fait. Bon, on a hâte de voir ça, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette édition. On espère qu'il pourra se tenir dans des conditions normales. On le rappelle, c'est pas facile avec cette crise sanitaire. Un petit mot aussi sur les trophées de l'OMS qui ont été décernés ici sur ce plateau. L'émission qui a été diffusée samedi soir, l'OMS, c'est les trophées de l'Office municipal des sports. L'émission qui s'est très bien déroulée ici sur ce plateau est à revoir toujours sur www.télégrenoble.net. Alors le maire de Grenoble n'a pas reçu de trophée, mais il les a décernés. Voilà. Et merci beaucoup encore à tous. Maurice, on se retrouve très vite et à vous tous, bonne chance et à vous tous derrière. Merci de votre fidélité. Au revoir. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.